beaucoup Jean-Martin. Donc merci à tous d'être là. Et c'est assez étrange pour moi de venir ici parler d'un sujet que je ne domine pas trop. L'histoire, elle est très simple, effectivement. Je suis venue ici, je voulais venir pour écouter ce que vous faisiez. Et puis Elisabeth a absolument tenu, puisque j'étais là, à ce que je dise aussi quelque chose. Alors, je suis une astrophysicienne, donc je me suis demandé qu'est-ce que je peux bien dire, pourquoi je pourrais venir parler de ce genre de sujet. Voilà, il faut me le mettre au bon endroit, merci. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai qui pourrait servir? Eh bien, je suis membre de l'Académie des sciences. Et en tant que membre de l'Académie des sciences, je suis aussi très proche de la European Academies of Science Advisory Council, EASAC, qui est formée par les académies nationales des sciences des États membres de l'Union européenne. Et l'EASAC a pour but de permettre à ces académies de collaborer entre elles afin de fournir des conseils aux décideurs politiques européens en se faisant entendre de manière collective. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux, pas tellement ces derniers temps parce que je m'occupais du projet SKA. Et je me suis dit que ce que j'avais envie de... C'est vrai que mon ordinateur marche différemment. De vous donner leur point de vue exprimé dans un rapport qu'ils ont publié l'année dernière. En effet, en 2020, ils avaient fait déjà un document, une perspective, comment aller vers un futur soutenable. Et en 2024, ils ont fait une mise à jour, une espèce de synthèse du travail d'autrui, destinée à aider les décideurs à comprendre la situation et les options qui s'offrent à eux. Ainsi, la plupart des éléments qui ont déjà été évoqués dans les médias à un moment ou à un autre ont été rassemblés dans une vue d'ensemble avec des liens directs vers les enjeux politiques et avec pour origine l'ensemble des académies des sciences d'Europe. Alors pourquoi l'EASAC a-t-elle décidé de faire ça? Eh bien, plusieurs revues d'ensemble ont été publiées ces 18 derniers mois. Des rapports majeurs de l'International Resources Panel, de l'IPSES, de la commission Lancet sur la santé planétaire, ainsi que des synthèses utiles de l'AIE, qui est l'Alliance internationale qui s'occupe de l'énergie, en plus de la littérature générale. Et puis, donc, ça permet de voir ce qui s'est passé ces derniers 5 ans, depuis la publication de leur première perspective sur le changement transformateur. Et troisièmement, d'un point de vue politique, il s'agit de repointer des faits. En effet, il semble y avoir une étrange tendance, vous avez probablement remarqué depuis quelque temps, plus nous savons, plus nous voulons ignorer les vérités qui dérangent. Mais rappelons d'abord les progrès immenses qui ont été réalisés sur les énergies renouvelables, comme l'ont montré ce matin Wolfgang Kramer et surtout Yves de Devise, mais aussi sur beaucoup d'autres aspects, matériaux pour les bâtiments, batteries, etc. Le tout grâce à la mobilisation de citoyens, de chercheurs, d'ingénieurs, d'entreprises, d'États. Mais il faut travailler, recherche, innovation, industrie. Sans les chercheurs, il n'y aurait pas d'énergie solaire, ni de batteries lithium-ion qui ont valu le prix Nobel en 2019 à leurs inventeurs. On n'avance pas assez vite, mais on avance. L'Europe tente de donner l'exemple, même si elle ne fait que 6% des émissions de CO2 mondiales. Mais en se donnant un calendrier très serré, elle n'arrive pas à suivre son propre programme. De plus, problème politique, elle aide à la promotion des populistes. Donc, ce que l'EASAC a fait, c'est d'essayer de mettre ensemble un certain nombre d'indicateurs et de voir quelles sont les tendances sur les derniers 5 ans. Et vous voyez que tous ces indicateurs donnent des tendances négatives. Disons, le CO2 atmosphérique a augmenté, et en plus ces derniers temps plus rapidement qu'avant. Le méthane atmosphérique a augmenté, les émissions de CO2 ont augmenté, la consommation de charbon, dont on voulait tellement qu'elle diminue, a elle-même augmenté, de 7,5 milliards de tonnes à 8,8 milliards de tonnes de 2019 à 2024. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Bon, la population mondiale a augmenté, bien sûr. Ceci dit, elle commence à augmenter moins rapidement qu'avant.
comme on s'y attendait, et ça arrive vraiment. L'empreinte matérielle mondiale, dont on voudrait qu'elle cesse de croître aussi vite, continue à croître. La productivité des ressources, c'est-à-dire ce qu'on tire de chaque chose au lieu d'en faire un... Désolée, j'étais trop loin de la... Fallait me le dire avant. Bon, ça va ? D'accord. Donc, la productivité des ressources a stagné. Et la circularité, c'est-à-dire le taux de recyclage mondial, dont on voudrait tellement qu'il augmente, en fait, n'augmente pas du tout, au contraire. Il y a quelque temps, on avait défini Rockstrom et al., il y a plusieurs années, et puis ça a été repris par énormément de chercheurs, on définit ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est-à-dire pour pouvoir intégrer de nombreux facteurs complexes dans un diagramme facile, disons, il s'agit de voir quelles sont les choses qu'il ne faudrait pas dépasser si l'on veut maintenir une planète capable de soutenir nos civilisations actuelles. Donc, dans ces figures, que vous avez probablement déjà vues, beaucoup d'entre vous, sinon tous, le cercle en pointillé représente l'estimation des limites de durabilité et les zones colorées, l'estimation de leur état, fin 2015 sur la figure de gauche et fin 2023 sur la figure de droite. La couleur orange représentant un dépassement. Alors, il y en a 9. Changement climatique, intégrité de la biosphère, changement d'affectation des terres, ressources en eau, perturbation des cycles biochimiques, acidification des océans, aérosols atmosphériques et diminution de la couche d'ozone stratosphérique. Alors, vous voyez que il y en avait 4 qui étaient dépensés... Ah, pardon. Voilà. Oh, je le fais avec... Je crois que vous appuyez dessus avec la main. Ah, c'est pour ça, d'accord, merci. Bon, je préfère le faire avec ça. Donc, il y en avait déjà 4 qui étaient dépassés en 2015. En 2023, il y en a 6. Et en particulier, celle qui est dépassée récemment, c'est le cycle de l'eau douce. Il est divisé en 2 entités distinctes ici. L'eau verte, celle qui est absorbée par les sols et les plantes, et l'eau bleue, celle qui coule dans les cours d'eau, les lacs et les nappes phréatiques. Donc, évidemment, c'est très très grave et on entend beaucoup parler maintenant, évidemment, de problèmes hydriques. Et dans celle qui reste, il reste la diminution de la couche d'ozone stratosphérique, qu'on a l'air de savoir maintenir maintenant, les aérosols atmosphériques, mais le fait de les maintenir ou de les baisser amène quelques problèmes. Et puis l'acidification des océans n'a pas encore atteint la limite, mais elle n'est pas loin. Alors si on continue sur la liste des indicateurs environnementaux qui ont été regardés par EASAC, il y a l'anomalie de la température globale, donc, qui elle aussi a donc beaucoup augmenté, de 0,8 en 2017-2018 à 1,14 en 2023-24. Une autre chose qui a beaucoup augmenté, c'est le nombre d'événements climatiques et par conséquent leur coût pour l'Union européenne, les épisodes extrêmes, et qui donc créent énormément de dégâts. Donc voilà, dans cette figure, on vous montre le nombre d'épisodes extrêmes par année. Et bon, il y a les tempêtes, les incendies. Les incendies, c'est le bleu clair. Et le bleu foncé, c'est les inondations. C'est essentiellement ces 3 choses-là. Comment ? Les inondations. Oui, oui. Donc, tout le monde sait qu'on a de plus en plus d'éléments climatiques extrêmes. Je me souviens qu'au début, on demandait toujours à Jean Jouzel et Valérie et tous les gens qui parlent de changement climatique, est-ce que ces événements extrêmes sont dus au changement climatique ? Et au début, ils n'osaient pas dire et on disait on ne sait pas, mais maintenant on sait. Maintenant on en est sûr. C'est bien à cause de ça. Et donc, vous avez eu les inondations à Valence, les incendies en Grèce, et puis évidemment à l'extérieur de l'Europe, en Californie, au Canada. Et les coûts économiques, donc, ont été de 162 milliards d'euros depuis 3 ans.
Et une autre chose évidemment qui marche très mal, c'est la biodiversité qui se perd. Et cette figure vous montre les régions du monde, donc celles qui sont en jaune, c'est celles où ça se passe encore pas trop mal et vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et non, c'est l'inverse, pardon. Les régions bleues sont celles où ça se passe pas trop mal et les régions en jaune sont celles où ça se passe vraiment très très mal. Et vous voyez que beaucoup de régions sont entre les deux et qu'il y a un gros problème avec la biodiversité. Très récemment, il y a eu un article publié sous le titre de Forster et al., qui est en fait une remise à jour du GIEC, parce que les rapports du GIEC sont espacés. Et donc là, 2 ans après le dernier rapport, ils ont considéré utile de faire un article sur les mesures actuelles. Donc je ne vais évidemment pas vous le détailler, ça représente de nouveau tous les types de chiffres dont je viens de parler, mais c'est simplement pour dire que c'est déjà avec... il y a petite différence de temps par rapport aux chiffres que je vous donnais avant et les choses ont effectivement empiré. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est l'accélération de certains indicateurs clés. Par exemple, les concentrations annuelles de CO2 et de méthane augmentent plus vite qu'avant. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'elles augmentent, mais la dérivée, si vous voulez, elles augmentent en un temps donné plus qu'avant. Et ce qui suggère que des boucles de rétroaction positives du système terrestre sont en train de s'activer. En plus, la diminution des aérosols dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va dans le sens du coup de rendre le réchauffement encore plus rapide. Donc le réchauffement global s'accélère depuis 2 ans. Et en plus, la capacité naturelle de certains écosystèmes à absorber le CO2 semble baisser. Donc, depuis 2019, quand même, il y a eu des progrès. Par exemple, on peut voir le rapport de l'AIE 2024. Il y a eu une croissance record de l'éolien, du solaire, des véhicules électriques, même si pas encore dans les véhicules électriques, évidemment, la quantité qu'on souhaite, mais un bon début. Des gains d'efficacité dans de nombreux systèmes, etc. Vous avez vu que l'efficacité électrique va quand même beaucoup mieux dans beaucoup de sujets, en France en particulier même. Mais cela ne fait, ça a déjà été dit plusieurs fois à cette réunion, et je le dis aussi, que compenser la croissance. Il n'a pas conduit à une baisse des émissions mondiales. Ça a simplement rempli le trou. Alors, ceci dit, il y a peu ou pas de réduction des principaux moteurs du réchauffement, les combustibles fossiles, les pratiques agricoles, le transport. En gros, c'est quand même encore à peu près comme avant. Et ce qu'il faut quand même dire, parce que moi j'ai souvent entendu dire business as usual. On ne peut pas faire business as usual parce que en même temps que ces problèmes qu'on a avec le climat et qu'il faut voir, on a un autre grand changement quand même dans le monde, c'est qu'il y a des pays qu'on appelait les pays sous-développés et puis qu'on a commencé à appeler les émergents et qui bientôt, certains d'entre eux seront les dominants. Hein. Peut-être d'ailleurs la Chine y arrive très rapidement. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'une partie, malgré tout, de toutes ces augmentations, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'avaient rien et qui commencent à avoir des choses et qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre comme nous. Donc le problème, c'est qu'il faut aussi essayer de pallier à ça. Donc pourquoi, malgré les progrès technologiques, solaires, tout ça, l'état de la planète ne s'améliore pas? Bon, pour ce que j'ai dit, et aussi, EASAC a examiné certains des outils politiques clés identifiés dans une étude précédente, et il résume en disant que l'enthousiasme pour la croissance verte s'est essoufflé, et de toute façon, elle serait insuffisante face à l'ampleur des problèmes. L'industrie des énergies fossiles a réussi à éviter toute contrainte sérieuse, souvent de manière douteuse. Les subventions ont même augmenté, malgré les promesses contraires des gouvernements. Les avertissements de l'AIE et du GIEC ont été ignorés. Malgré les efforts de ces 15 dernières années pour dépasser les limites du PIB, on n'utilise que le PIB, c'est le saint Graal pour de nombreux gouvernements, alors que nous, on pense que certains pensent qu'il faudrait utiliser quelque chose qui tient plus compte du bien-être des gens. La tarification du carbone fonctionne, mais reste marginale et insuffisante, et suffisamment ambitieuse pour changer les comportements. La biodiversité continue de disparaître, les habitats naturels étant convertis en zones agricoles ou perdus au profit du développement économique.
Bref, les défaillances systémiques s'aggravent. Alors ces barrières suffisent à dissuader de nombreux responsables politiques et à affaiblir le soutien du public, poussant certains à abandonner toute vision à long terme. Mais ce n'est pas le moment. En effet, de plus, les ASAC pensent que les risques auxquels nous sommes confrontés sont sous-estimés structurellement. Les incertitudes sur la sensibilité climatique, les effets de seuil et les boucles de rétroaction positive constituent des risques majeurs, comme nous l'a aussi montré ce matin Wolfgang Kramer. Nous acceptons un risque qui serait inacceptable dans tout autre domaine. L'irréversibilité et les rétroactions sont encore sous-estimées en partie à cause de notre tendance à minimiser l'avenir et du fait que ce risque est mondial et donc hors de contrôle individuel. Quels sont les mécanismes? Parce que de nombreuses défaillances structurelles, enracinées depuis des siècles dans notre système économique et très résistantes au changement. Alors, IBES, de l'ANSET et ASAC, on a fait une liste, je ne vous donne pas des listes complètes, mais je vous en lis quelques éléments. Les inégalités économiques et politiques, les politiques inadéquates, les institutions peu adaptées, des modes de consommation et de production non durables, accès limité aux technologies propres, système de connaissances et d'innovation non coordonnés, je pense que ça c'est très important, tout se passe dans un très beau désordre, des barrières juridiques, de propriété, de cycles politiques courts, qui permettent souvent pas de faire des plans à long terme, polarisation, externalisation des coûts environnementaux, pour ne pas trop faire de CO2 ici, on se débrouille pour le faire ailleurs, et après on fait semblant d'avoir baissé le CO2. Le CO2 et le reste, je veux dire, nos déchets, etc., etc. Risque d'actifs échoués, décourageant les transitions. On a construit quelque chose qui marche, par exemple, disons les cimenteries marchent avec du gaz, elles n'ont pas envie de changer leur système et de marcher avec autre chose que du gaz. Et puis des subventions massives et protégées aux fossiles, aux extractives et à la pêche. Donc, est-ce qu'il y a des... Si nous ne pouvons pas ajuster le système actuel assez vite, que faire? Des propositions plus fondamentales existent depuis longtemps. Post-croissance, décroissance, suffisance. Elles ont gagné en visibilité dans certains livres récents. Là, on en donne quelques-unes. Je vais vous donner quelques-unes qui ont eu un écho politique dans l'Union européenne, mais elles posent de grandes questions aux décideurs. Un politicien ou une politicienne peut-elle faire campagne en disant remplacement du PIB par des indicateurs de bien-être, régulation des impacts sociaux et environnementaux, réduction progressive des activités non durables, mais une vraie réduction, et puis approche radicale évoquée, décroissance, suffisance, etc. Alors, est-ce qu'un politicien peut faire campagne? En aurait-il seulement le droit face aux propriétaires des médias et aux oligarques? Qui voterait pour cela après des siècles de croissance? Le concept de suffisance est philosophiquement séduisant, mais l'insatiabilité semble dominer. Un millionnaire veut devenir milliardaire, un milliardaire trillionnaire. L'autolimitation est rare. Parlons un peu maintenant de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne, elle avait proposé le pacte vert, parce que la Commission et le Parlement européen ont pris des mesures pionnières vers une véritable transformation, à mon avis, quand même. Avec l'acte vert, la stratégie de la ferme à la table, la stratégie pour la biodiversité et tout récemment, la loi sur la restauration de la nature. Et les scientifiques, en général, soutiennent la poursuite de cette direction. Donc je pense que vous connaissez les points principaux, l'ambition climatique, l'énergie propre, économie circulaire. Enfin, vous voyez, toutes les choses dont je viens de parler, ils ont essayé d'en tenir compte. Et donc, ils ont voté ça de 2019 à 2024. Et comme vous le savez, c'est maintenant qu'ils doivent décider ce qu'ils vont faire par la suite. Et l'objectif principal, vous le savez probablement tous, c'était atteindre la neutralité carbone, au moins pour l'Europe, à l'horizon 2050. Et il y a eu des avancées significatives, comme je l'ai dit. Mais confrontés à de graves problèmes financiers et à la contestation de certains pays,
ou d'une part croissante des populations dans les autres, c'est très difficile de passer à l'étape suivante. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le rétropédalage. C'est le rétropédalage en France aussi en ce moment. Vous avez probablement entendu le président Macron lui-même s'exprimer sur les ondes en se plaignant du rétropédalage dans ce genre de sujet en France en ce moment. Et la même chose est en train de se passer à l'Union européenne. En fait, dès 2016, on connaissait les réductions d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour tenir les objectifs des accords de Paris. On a tous vu cette figure. En gris jusqu'à 2015, ce qui s'était passé jusque-là, et en bleu, ce qu'on espérait voir à partir de là, c'est-à-dire une stabilisation et puis ensuite une descente rapide. Et c'est ce qu'il fallait faire pour être sûr qu'on resterait en dessous, comme voulait le GIEC, de 2 degrés d'augmentation de température. Et effectivement, par exemple, l'Union européenne essayait de se plier à ça. Alors maintenant, je pense qu'on va regarder un petit peu les réalités et les plans. Donc les émissions... Maintenant, on va regarder pour la France. La France, c'est 1% des émissions globales. Et donc là, vous voyez comment elles sont là, avec un rythme identique à celui de la dernière décennie, plus 0,9% sur la période 2010-2019. En Europe, il y a eu une baisse de 3,8%. Aux États-Unis, une baisse de 0,6%. En Chine, une hausse de 0,2%. Et en Inde, une hausse de 4,6%. Et en France, donc, là je parle pour les... Voilà. Vous avez en bas la figure pour les émissions globales. Et je crois que j'ai envie de faire une remarque pour la Chine. Je suppose, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, la Chine, au lieu de promettre la neutralité carbone en 2050, elle a promis des grands changements pour 2060. Parce qu'elle veut d'abord faire une remise à niveau. Et pour faire une remise à niveau, elle veut pouvoir faire tout ce qu'il faut pour créer les énergies futures qui seront propres et pas chères. Et pour cela, elle est obligée, entre guillemets, de brûler beaucoup de charbon en ce moment, etc. Mais en même temps, elle a une politique très volontariste vers les énergies plus propres et le nucléaire, et donc les énergies décarbonées. Et finalement, c'est peut-être aujourd'hui le pays qui suit la trajectoire la plus claire, ce qui prouve que d'avoir parfois des gouvernements qui pensent qu'ils seront là à long terme, ça peut aider à faire aussi des plans à long terme qui tiennent. Et pas de soucis électoraux. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut souhaiter, mais c'est un constat que je ne peux pas ne pas faire. Alors, zéro carbone en 2050. AIE donc montre que la consommation mondiale de charbon atteint un record en 2024. Pendant qu'on dit qu'on va baisser, on a augmenté. Le niveau des capacités mondiales des centrales à charbon est inégalé. Et en 2024, la Chine a commencé la construction de centrales pour une capacité de 94,5 gigawatts. Donc elle fait aussi des centrales au charbon, mais avec l'intention de les utiliser pas trop longtemps. Pour le pétrole, la demande mondiale de pétrole ne reculera pas avant 2030. Et on parle désormais d'un plateau. La demande mondiale devrait passer à 106... Bon, c'est pas la peine de vous donner des chiffres que je ne peux pas comparer à d'autres ici. À la fin de la décennie. En 2024, le monde n'aura jamais autant consommé de pétrole. La demande mondiale de pétrole devrait encore atteindre un niveau record en 2025. Pour le gaz naturel, la consommation mondiale de gaz naturel atteint un record en 2024. La demande de gaz devrait encore augmenter en 2025, principalement grâce à la croissance rapide des marchés asiatiques. Donc voilà ce qui se passe vraiment à côté de tous les plans dont je parlais. Alors, on a déjà vu ces figures aujourd'hui, hein. Je les montre une deuxième fois. Donc, je pense que cette figure est intéressante. Cette figure représente, dans le cadre d'un modèle STEPS de l'EIA, qui est fondé sur les politiques actuelles.
Et si on reste sur les politiques actuelles, ce qu'encore une fois, ce n'est pas business as usual, mais ce que chaque pays a annoncé, grosso modo, ce qu'elle est en train de faire, disons. Pas ce qu'elle a annoncé qu'elle veut faire, mais ce qu'elle est en train de faire. Donc vous voyez ce qu'il y aurait en 2018 et en 2050, par exemple, une énergie nucléaire à peu près constante, le gaz, etc. Et vous voyez, en pourcentage, disons, que le pourcentage des renouvelables va augmenter, ce qui correspond à la figure que vous voyez à droite. C'est-à-dire, on voit quand même une grosse augmentation à venir, dans les années à venir, de la part des renouvelables dans l'énergie totale. Et malgré tout, une baisse importante des choses les plus polluantes, en particulier du charbon. Je trouve que c'est intéressant de comparer ce modèle STEPS avec ce qu'on aurait obtenu dans deux autres possibilités. Le modèle APS, c'est le scénario des engagements annoncés, c'est-à-dire comme l'Europe, disons, plein de pays ont pris des engagements. Si tous avaient suivi leurs engagements, voilà ce qu'on aurait eu en 2050. Donc vous voyez quand même que c'est nettement différent, avec encore beaucoup plus de renouvelables et de propres, parce que là, ils englobent le nucléaire dans le propre, disons, décarboné. Et puis à côté, évidemment, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment avoir pour qu'on ait vraiment un net zéro? Donc avec l'APS, on aurait une hausse de température de 1,7 degré, tandis que vous avez vu que c'était 2,5 dans le STEPS. Un petit mot sur l'énergie nucléaire dans le monde. Donc les prévisions 2025, c'est qu'elle soit 9% du mix. C'est donc la deuxième des énergies bas carbone, après hydro. Et vous avez vu que dans quelques années, ce ne sera plus la deuxième, parce que les renouvelables seront les deuxièmes. Ça sera bien en dessous des renouvelables. En 2024, 7 réacteurs dans le monde ont été connectés au réseau, 3 en Chine, 1 aux Émirats, 2 en Inde, 1 aux États-Unis, 1 en France. 2 redémarrent au Japon et 2 ferment, un à Taïwan et l'autre en Russie. En Italie, ils ont décidé de relancer le nucléaire. En Belgique, abrogation de la loi sur la sortie de l'énergie nucléaire. Et les Allemands parlent de faire la même chose. Il y a actuellement 63 réacteurs en construction, la moitié en Chine. Et en Chine, 10 nouveaux réacteurs approuvés. En France aussi, en ce moment, vous voyez, il y a aussi des constructions de réacteurs d'approuvés. Donc, on s'attend à une augmentation du nucléaire, mais ça restera quand même toujours une petite partie de l'énergie mondiale. Conclusion, les tendances actuelles sont dangereuses, tant planétaires que politiques. Certains décideurs choisissent d'ignorer ou de contourner la réalité. Les politiciens populistes en suivent l'exemple et trop d'industriels en font autant. Les décideurs ne doivent plus ignorer la réalité. Le pourront-ils encore longtemps? On ne pourra pas tenir les objectifs de 2015 ni obéir à toutes les règles promulguées par l'Union européenne. Elle devrait les adapter. Mais il y a eu beaucoup d'avancées, d'autres se préparent. La recherche scientifique et technologique est en première ligne. Il faut inventer et tester, faire des études système, aboutir à des solutions à faible coût. Indispensable, formation des enfants sur ces sujets. Parce que les enfants, après, ce sera les jeunes, c'est eux qui vont voter, c'est eux aussi qui vont décider de l'avenir de la planète dans laquelle ils vivront. Donc il faut les préparer le mieux possible, c'est très important. Il sera nécessaire de coller à la réalité mondiale et d'apprendre à s'adapter au dérèglement climatique. Ça, tout le monde l'a dit avant moi aujourd'hui aussi. Il faudra aussi faire preuve de plus de solidarité entre États et entre continents. Nous sommes tous sur la même planète. Dans le meilleur des cas, les inégalités entre États et entre populations pourraient diminuer. Peut-être que je suis naïve, mais petit espoir de ce côté-là. Il est encore temps, si nous agissons maintenant. L'inaction n'est plus une option. Les solutions sont connues. C'est les méthodes qui sont à trouver. Il faut du courage politique, une volonté collective et un changement culturel profond. La transformation n'est pas un choix, mais une nécessité. Et je dois quand même dire que toutes les dernières parties, là, c'est pas Isaac, là, c'est moi. Bon, voilà. Merci beaucoup.